Chapitre 14. Un long voyage. Milieu d'après-midi, en vol, en direction du Massif central. Le Zeph adore les vols longs. Il n'a pas besoin de le dire. Sa respiration est lente, ses voiles calmes, ses voilures qui glissent comme si elles avaient attendu ce moment depuis des jours. Après l'agitation du Havre, le silence du ciel ressemble presque à une caresse. Je me cale dans mon harnais, juste derrière Valten, et j'observe la terre défiler sous nous. On a quitté la côte le matin. Maintenant, les terres s'ouvrent en nappes ondulées, vertes, brunes, ocre. Ici ou là, un ancien pylône dressé comme une dent cassée. Je ne sais pas ce que je préfère, le monde dévasté ou le monde encore debout. Le domaine de Carouge apparaît comme une surprise. Un rectangle d'eau sombre au milieu d'une mer jaune. Le château de briques rouges s'élève au centre, massif, élégant, intact malgré les décennies. Les douves reflètent le soleil en vagues métalliques. Autour, les champs de colza explosent de lumière, jaune vif, presque doré. Un soleil posé au sol. La forêt derrière, d'un vert profond, borde le domaine comme un rempart ancien. C'est beau, soufflai-je. Valten hoche la tête, accoudé à la rambarde. Carouge, un petit domaine, mais très stable. On doit pas être loin de la récolte, regarde. Dans les champs, un lembe avance en diagonale. De loin, il ressemble à une bête immense, articulée, un mélange d'insectes et de navires en miniature. Ses bras se déploient, se replient, tournent. La lumière glisse sur ses surfaces comme sur un scarabée d'acier. À chaque mouvement, une petite brume de pollen s'élève, traversée par le soleil, donnant à tout le domaine un halo de rêve. Ils ont gardé la tradition, ajoute Valten. Travail lent, précis. Farce passe derrière nous, un quignon de pain coincé dans la bouche. Si un jour quelqu'un arrive à faire pousser du colza dans une cuve, je vous jure que je m'engage sur un convoi. À la suspension magnétique, tiens, comme ça aucun risque de devenir jardinier. Personne veut de toi dans un convoi, grogne Mira, qui remonte l'escalier avec une caisse de pièces détachées. Elle glisse légèrement, sa botte ripe contre une marche. Elle se rattrape, mais pas assez vite. Le mouvement lui arrache une grimace et son épaule dévie en arrière, dans un angle que le corps n'aime pas du tout. Le son qu'elle fait, un mélange de et de pas ça, suffit à alerter tout le monde. Lâche tout, ordonne Valten. Elle lâche, pas par obéissance, par nécessité. Je descends 3 marches d'un bond. Ça va ? Non, dit-elle entre ses dents. Ça a sauté. Méridan arrive presque immédiatement. Pas un mot. Ses gestes sont étonnamment doux, précis. Il effleure l'épaule, observe l'articulation, place sa main derrière le bras de Mira. Ne bouge pas, respire. Elle grogne. Si tu me fais mal, je te jure que je... Fais pas l'enfant. Il attrape 2 caisses, l'allonge doucement dessus en maintenant son épaule en position. Place une pince de rivetage massive dans sa main, du côté de l'épaule blessée, et lui dit simplement « Relâche ». Mira avale un cri, ses yeux s'embuent, puis elle souffle. Doucement, la main descend avec le contrepoids de la pince. L'épaule retrouve sa position normale, sans un bruit, sans un heurt, sans douleur. C'est revenu. Oui, dit Méridan calmement. Tu as forcé sur la voile tribord. Ton geste était trop haut. La prochaine fois, utilise ton poids, pas tes bras. Je le savais déjà, marmonne-t-elle. Je sais, dit-il. Mais tu l'oublies quand tu es fâché contre le vent. Une seconde de silence. Puis elle rit. Un rire court, minuscule. Et soudain, je vois une facette de Méridan que je ne connaissais pas. Un homme qui s'est soigné, qui a dû le faire 1000 fois, dans l'ombre de l'Alyséa. Un homme qui n'a pas besoin de parler fort pour exister. Sur la passerelle, à quelques couloirs de là, papa observe la scène.
Son visage reste immobile, mais je le connais assez pour reconnaître l'expression. Ça, c'était bien. La journée s'étire. On vole à l'économie. Pas de moteur, sauf les stabilisateurs. Juste les voiles, la lecture du vent et les repères du sol. Les rivières, et presque fleuves, s'enchaînent en dessous de nous, larges, calmes, bordées de ruines parfois, de prairies d'argent souvent. Je passe l'après-midi entre la soute et le pont. Petite routine. Vérifier les pressions, vérifier les joints, écouter les valves, éviter de penser à Tibor. À chaque contrôle, je me surprends à murmurer des phrases qu'il m'aurait dites. À chaque silence, j'entends encore sa moustache frétiller. Vers le soir, le ciel devient cuivre. La Sarthe se plisse comme une feuille froissée. À l'horizon, les ruines d'une grande et ancienne ville se découpent en une ligne sombre. Nerf grimace. Ah, on y est. On survole ? Demande Farce. Pas trop bas, répond papa. Pas trop lent, pas trop visible. Méridan se rapproche des panneaux de navigation. Sa voix est rauque, mais stable. Les affamés de la course interminable. Ils ne sont pas les pires, mais ils sont nombreux, très nombreux. Ils se rassemblent près de la rivière, des feux de camp, des signaux. On les verra bien avant qu'ils ne nous voient. Je n'ai jamais survolé une ville à la tombée de la nuit. Pourquoi la course interminable ? C'est bizarre comme nom pour une ville. Je pensais que Méridan allait répondre, mais c'est papa qui prend la parole. Bien avant tout ça, quand la ville était encore habitée, il y avait une compétition dans cette ville. Les gens roulaient, en rond, sans s'arrêter, pour savoir qui allait arriver le premier, avec des glisseurs à pétrole, alors qu'ils n'avaient plus de pétrole. C'est pas bien étonnant que ce soit une ruine maintenant, philosophe Farce. Voyager en tournant en rond pour savoir qui est le premier, mais sans jamais s'arrêter. Il faut vraiment être complètement con si vous me passez l'expression, capitaine. Le Zeph réduit encore sa luminosité interne. Les voiles se font discrètes. Les naves-lunes se mettent en filtre sombre. Le soleil disparaît. Les lumières du monde aussi. Et soudain, en contrebas, une constellation. Pas de lampadaires, pas de néons, des feux. Des dizaines, peut-être des centaines. Certains immobiles. D'autres qui bougent lentement, comme si la terre respirait là-dessous. Des processions. Des silhouettes minuscules autour des foyers. Les tribus, murmurai-je. Oui, dit papa. Le Zeph continue d'avancer, sans un bruit, comme un animal qui retient sa respiration. La course interminable n'est plus une ville, c'est une cicatrice allumée. Je sens le monde d'avant se refermer autour de nous, comme une couverture sombre. Tout le monde est silencieux, même Farce, même Mira. Et quand une braise éclate en gerbes rouges en dessous de nous, éclairant un moment les silhouettes agitées autour d'un foyer, je comprends qu'on a intérêt à rester bien en l'air, au-dessus de la folie du monde, de maintenant et d'avant. Le Zeph franchit la dernière ligne sombre des ruines, et le monde redevient lentement respirable. On laisse derrière nous les braises mouvantes de la course interminable, comme un mauvais rêve qu'on aurait survolé sans oser cligner des yeux. La nuit s'installe, régulière, posée, presque douce. Les voiles grincent par moments, mais c'est une plainte confortable, celle d'une nef qui se laisse porter. Papa a réduit la luminosité intérieure. Les couloirs deviennent des tunnels dorés. L'équipage se disperse au ralenti. Repas frugal partagé sur la table pliante du pont, tour de garde, petite routine de fin de journée. Je mange une soupe de légumes déshydratés avec Mira, qui boude encore son épaule remise, et Farce, qui râle, parce que les légumes sans légumes, c'est contre nature. Pendant que je débarrasse, Valten passe devant nous et murmure « surcharge négligeable », ce qui est sa façon à lui de dire « bon repas ». Méridan, lui, reste près du panneau de navigation. On dirait qu'il étudie le Zeph autant que la route. Parfois, il lève les yeux vers nous, comme s'il avait oublié ce que c'est, une vie à bord qui ne dépend pas entièrement de lui. Le vent se calme encore, presque une caresse. Le Zeph descend légèrement, suit la vallée de la Loire comme un serpent blanc flottant dans le ciel. La nuit entière appartient au silence.
Je remonte une dernière fois dans la soute avant de dormir. Elle respire bien. Les cuves ont trouvé leur rythme. Même la B6 ne fait que quelques petits soupirs. Rien d'anormal. Je les écoute, comme on écoute des cœurs endormis. Le sommeil me vient d'un coup, dans mon hamac, bercé par la nef. Je rêve de Carouge, du colza jaune, comme si le soleil lui-même les avait peints, et de la nef blanche du conte, qui monte, monte. Le matin suivant arrive comme une gifle douce, brutale parce que tôt, mais lumineux. Le Zef vole toujours à l'économie, droit vers le sud-est. On longe la Loire, qui s'élargit en rubans argentés. La rive droite est un patchwork de ruines, de forêts, de champs revenus à la vie. La rive gauche, plus sauvage, a des reflets de miroirs brisés. Tout ce que j'aime dans le monde, comme on le voit d'en haut. L'équilibre entre ce qui a résisté et ce qui a changé. Valten me rejoint au bastingage, les cheveux gonflés et les yeux à moitié ouverts. Sa nuit a été courte, il a pris le dernier tour de garde, à la barre. « C'est quoi là-bas » Je plisse les yeux. Dans la lumière claire du matin, un grand bâtiment se détache, posé au bord de l'eau, comme un rêve figé dans la pierre. Des tours blanches, des toits bleus, des formes trop parfaites pour appartenir au monde cassé d'aujourd'hui. Chambord. Ce n'est pas papa qui parle, ni Valten, c'est Méridan. Il est juste derrière nous, les bras croisés. Mais son ton n'a rien de la sévérité habituelle. C'est presque tendre. Un murmure pour lui-même. Domaine 47. Un des premiers à avoir survécu après la traversée. Beaucoup d'overnautes en sont partis autrefois. Les familles d'avant, les premiers matelots du haut flux. Il dit tout ça sans nous regarder, comme un homme qui revisite une pièce de théâtre dont il connaît toutes les répliques, même celles qu'il déteste. Le Zef s'incline légèrement comme pour saluer le château. Les voiles bruissent, le soleil accroche les douves et les transforme en or liquide. Je devine ce que papa pense sans qu'il le dise. Chambord, c'est comme Carouge, comme le Havre, une preuve que quelque chose tient encore debout. On survole ? Demande Nair, déjà aux commandes auxiliaires. Pas trop bas, pas trop lent, répond papa avec un léger sourire. On le connaît ce sourire, c'est... On regarde, mais on n'oublie pas qu'on est en chasse. Le château s'étale en dessous de nous, magnifique, improbable. Les tours semblent flotter. Les escaliers extérieurs forment des spirales inutiles, mais splendides. Et sur un balcon, je crois voir des silhouettes. Pas des affamés, pas des overnautes non plus. Des châtelains ? Impossible à dire. Le monde ressemble parfois à un mirage. C'est fou, souffle Valten. Ouais, répond Farce, pensif. On dirait un gâteau d'anniversaire que quelqu'un aurait oublié dans le temps. Je ris. Papa se racle la gorge pour ne pas rire, mais il rit quand même dans ses yeux. On continue. La Loire s'élargit encore. Les nuages arrivent par le sud. Lourds, gris, anthracite, ourlés d'argent. Le vent change, devient plus haché. Tout l'équipage le sent, même la nef le sent. Les voiles frémissent. Les cuves vibrent un peu plus. Mira se rapproche de papa. C'est un orage ? Pas tout de suite, mais ça vient. Valten vérifie 3 fois les navelunes. Nair renforce les attaches. Farce avale ce qui reste de son pain en un morceau, ce qui prouve que lui aussi commence à s'inquiéter. Méridan scrute l'horizon comme s'il cherchait un son qu'on ne peut pas encore entendre. Un frisson me remonte l'échine. Le ciel s'assombrit un peu plus. Les premières gouttes frappent les vitres. Pas grand-chose. Juste un avant-goût. Tous à vos postes. Laisse sobrement tomber mon capitaine. Et le Zef, qui aimait tant le vol long et doux, commence à se tendre comme un arc. La tempête nous attend. La piste du cumulonimbus aussi. Et quelque part, peut-être juste derrière ce mur de nuages, Soren Alizea. Du moins, je l'espère.